Notre chat a renversé le tiroir verrouillé de la table de chevet de mon mari. Ce qui en est sorti était si impensable que je n'arrive toujours pas à croire que j'aille pu partager mon lit avec lui. Je n'aurais jamais cru qu'un chat puisse détruire mon monde entier en 30 secondes. C'était un mardi après-midi, et je venais de rentrer de mon service à l'hôpital. Mes pieds me tuaient après 12 heures passées à courir entre les chambres des patients, et tout ce que je voulais, c'était m'effondrer sur le canapé avec une tasse de thé. La maison était silencieuse. Trevor ne rentrerait de son cabinet comptable que dans 1 heure, ce qui signifiait que j'avais un peu de temps précieux pour moi. C'est à ce moment-là que Muffin a décidé de devenir fou. Notre chat gris et blanc avait trouvé sa petite souris préférée quelque part sous la table de la cuisine et était en plein mode chasse. Vous savez, comment les chats deviennent quand ils sont vraiment excités. Ce regard fou dans leurs yeux, comme s'ils avaient oublié qu'ils étaient domestiqués. Muffin traversait le salon à toute vitesse, faisant tournoyer la souris comme si sa vie en dépendait. Je riais, oui, je riais, en le regardant glisser sur le parquet, quand il a tourné brusquement vers notre chambre. La petite tornade de poils a traversé l'encadrement de la porte et s'est jetée sur la souris, qui avait d'une manière ou d'une autre atterri près du côté du lit de Trevor. C'est là que tout a mal tourné. Muffin a percuté la table de nuit de Trevor avec un grand bruit sourd qui m'a fait grimacer. Le meuble entier a tangué d'avant en arrière, et j'ai entendu quelque chose à l'intérieur s'entrechoquer. Puis est venu le son qui me fait encore tomber l'estomac, le craquement sec du bois qui se fend. Oh non, Muffin. Je me suis précipité dans la chambre, m'attendant à trouver une lampe cassée ou peut-être des papiers éparpillés. Trevor était toujours si méticuleux avec ses affaires, surtout son travail. Il gardait le tiroir de cette table de nuit bien fermé à clé, disant que c'était là qu'il rangeait d'importants documents clients qui devaient rester confidentiels. Mais quand je suis arrivé dans la chambre, mon cœur s'est arrêté. Le tiroir s'était complètement ouvert. La serrure était toujours attachée à un morceau de bois éclaté, mais le reste du tiroir s'était écrasé sur le sol, répandant tout sur notre tapis de chambre. Et ce que j'ai vu éparpillé là n'avait aucun sens. Des permis de conduire, plusieurs permis de conduire, tous avec le visage de Trevor mais des noms différents. Robert Chen, Michael Torres, David Kim. J'en ai ramassé un avec des mains tremblantes, fixant le sourire familier de mon mari sous un nom que je n'avais jamais entendu auparavant. Il y avait aussi des cartes de crédit. Des dizaines d'entre elles. Toutes à ces noms étranges, toutes avec la signature de Trevor au dos. Des relevés bancaires montrant des comptes avec des chiffres qui me faisaient tourner la tête. Des centaines de milliers de dollars sur des comptes dont je ne savais même pas qu'ils existaient. Mais ce sont les certificats de décès qui m'ont fait plier les genoux. Je me suis effondré sur le tapis, tenant des papiers qui montraient des personnes âgées dont je n'avais jamais entendu parler. Margaret Wong, 78 ans. Carlos Mendez, 82 ans. Helen Park, 85 ans. Tous morts. Tous avec Trevor listé comme leur conseiller financier. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine lire les dates. Ces personnes étaient décédées au cours des 2 dernières années. Pendant que je faisais des doubles quarts à l'hôpital, m'épuisant parce que Trevor disait que nous avions besoin d'argent. Pendant que je découpais des coupons et achetais des produits génériques parce qu'il disait que nous devions être prudents avec notre budget. Il y avait d'autres papiers. Tellement plus. Des cartes de sécurité sociale sous des noms différents, des actes de naissance, et même ce qui ressemblait à des baux d'appartements pour des adresses que je n'avais jamais vues auparavant. J'avais l'impression de me noyer. C'était la table de nuit de Trevor. Le tiroir fermé à clé de Trevor. Les secrets de Trevor. L'homme avec qui j'étais marié depuis 4 ans. L'homme avec qui je partageais un lit chaque nuit. L'homme à qui je faisais confiance pour tout. Qui était-il? Muffin a miaulé doucement de quelque part derrière moi, probablement confus de me voir assise par terre, entourée de papier. J'avais envie de lui crier dessus, de lui reprocher d'avoir détruit mon petit monde parfait. Mais au fond, je savais que ce n'était pas sa faute. C'était quelque chose de bien plus grand, de bien pire. J'ai commencé à ramasser les papiers avec des mains tremblantes, essayant de tout remettre exactement comme c'était. Peut-être que je pourrais réparer le tiroir d'une manière ou d'une autre. Peut-être que je pourrais faire comme si cela n'était jamais arrivé. C'est là que je l'ai entendu. Le son familier de la voiture de Trevor qui entrait dans notre allée. Il était rentré tôt. J'ai rencontré Trevor le pire jour de ma vie financière.
C'était 3 ans avant notre mariage, et j'étais assise dans un café près de l'hôpital, fixant une pile de factures qui aurait tout aussi bien pu être ma sentence de mort. Prêts étudiants, dette de carte de crédit, loyer. Les chiffres nageaient sur les pages jusqu'à ce que je me sente mal. Je venais de terminer l'école d'infirmière, mais mon nouveau travail à l'hôpital couvrait à peine mes dépenses de base, sans parler de la montagne de dettes que j'avais accumulées. Je me souviens m'être senti si désespéré ce jour-là. 26 ans et déjà en train de me noyer. Mes parents m'avaient aidé autant qu'ils le pouvaient, mais ce n'étaient pas des gens riches. Papa travaillait dans la construction, maman nettoyait les maisons. Ils avaient déjà tant sacrifié juste pour m'aider à traverser mes études. C'est à ce moment-là que Trevor est apparu à ma table, comme une sorte d'ange gardien. « Excusez-moi, dit-il, sa voix douce et concernée. Je ne veux pas m'immiscer, mais vous avez l'air de passer une très mauvaise journée. » J'ai levé les yeux pour trouver cet homme au visage aimable, dans une chemise impeccablement repassée, tenant un café et affichant le sourire le plus sincère que j'ai vu depuis des mois. Il avait de doux yeux bruns derrière des lunettes à monture métallique, et quelque chose en lui me faisait me sentir en sécurité. « Je suis désolé, dis-je, rangeant rapidement mes factures en pile. Je ne voulais pas monopoliser toute la table. »« Non, non, dit-il, désignant la chaise vide en face de moi. Ça vous dérange si je m'assois ? Je m'appelle Trevor, au fait. Je travaille au cabinet comptable d'en face. Un comptable. Bien sûr. C'est peut-être pour cela qu'il avait remarqué mes documents financiers étalés sur la table, comme des preuves de mon échec. Nous avons parlé pendant 2 heures ce jour-là. Trevor était si facile à qui se confier. Il a écouté sans jugement pendant que j'expliquais ma situation. Comment j'avais travaillé si dur pour devenir infirmière. Comment je voulais aider les gens, mais comment la dette m'écrasait avant même que je n'aie vraiment commencé ma carrière. Vous savez, dit-il, en remuant pensivement son café. J'aide les gens avec la planification financière tout le temps. C'est ce que je fais dans la vie. Ça vous dérangerait si je jetais un coup d'œil à votre situation ? Peut-être que je pourrais vous aider à trouver un meilleur plan de paiement. J'aurais dû être gêné de laisser un étranger voir mon désordre financier. Mais Trevor a rendu la chose normale, professionnelle même. Il a sorti un petit carnet et a commencé à noter des chiffres, posant des questions sur les taux d'intérêt et les paiements minimums. « Olivia, dit-il après quelques minutes. Ce n'est pas aussi grave que vous le pensez. Vous êtes en fait en meilleure forme que beaucoup de gens avec qui je travaille. Vous avez juste besoin de quelqu'un pour vous aider à tout organiser. » Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti de l'espoir. Nous avons commencé à nous rencontrer régulièrement après cela. Trevor m'aidait à établir un budget, à négocier avec les créanciers et à planifier mes paiements. Il ne demandait jamais rien en retour. Il disait qu'il aimait aider les gens, que c'était une bonne pratique pour son travail avec les clients. « Tu vas être une infirmière incroyable, » me dit-il un soir alors que nous parcourions mes dépenses mensuelles. « Tu te soucies tellement d'aider les gens. C'est rare. » Je suis tombée amoureuse de lui progressivement, puis d'un coup. Il était tout ce dont je pensais avoir besoin. Stable, responsable, attentionné. Quand il m'a invité officiellement, cela a semblé la chose la plus naturelle du monde. Après notre mariage, Trevor a insisté pour gérer toutes nos finances. « Tu travailles de si longues heures à l'hôpital, » disait-il. « Laisse-moi m'occuper de l'argent. C'est ce que je fais de mieux. » Cela semblait parfait. Je pouvais me concentrer sur mes patients, sur le travail que j'aimais, pendant que Trevor gérait notre budget et nos factures. Il a mis en place des paiements automatiques pour tout, s'est occupé de nos impôts, et a même géré mes paiements de prêts étudiants. Mais d'une manière ou d'une autre, nous avions toujours des difficultés. L'économie est difficile en ce moment, expliquait Trevor quand je lui demandais pourquoi nous ne pouvions pas nous permettre d'aller dîner au restaurant ou de prendre des vacances. Mes clients réduisent leurs dépenses, ce qui signifie moins de commissions pour moi. Et tes prêts étudiants sont plus élevés que nous le pensions. Je le croyais complètement. Pourquoi pas? C'était l'expert financier. Quand il a suggéré que je prenne des quarts supplémentaires à l'hôpital, je l'ai fait sans poser de questions. Quand il a dit que nous devions faire nos courses dans des magasins à rabais et découper des coupons, je me suis lancé à corps perdu dans les économies. Je travaillais 60 heures par semaine, rentrais épuisé et remettais chaque chèque de paie à Trevor. Il gérait tout. Notre compte courant, nos économies,
nos cartes de crédit. Je n'avais même pas accès à nos services bancaires en ligne. Trevor disait que c'était plus simple si une seule personne s'occupait de tout, moins déroutant. Nous construisons notre avenir, disait-il, m'embrassant le front alors que je m'écroulais au lit après un autre double quart. Tout ce dur labeur finira par payer. Je lui faisais confiance pour tout. Mon argent, mon avenir, mon cœur. Trevor était mon roc, mon sauveur financier, l'homme qui m'avait sauvé de la noyade dans les dettes. En y repensant maintenant, je réalise que je me noyais toujours. Je ne savais juste pas que Trevor était celui qui me maintenait sous l'eau. Le bureau de Trevor était tout ce que l'on pouvait souhaiter de quelqu'un gérant vos économies. Chaleureux, professionnel, et rempli de photos de famille qui le rendaient digne de confiance. Je n'y étais allé que quelques fois, généralement pour lui apporter le déjeuner quand il travaillait tard, mais j'ai toujours remarqué la façon dont ses clients âgés le regardaient. Ils l'adoraient. Madame Patterson, qui devait avoir la quatre-vingtaine, s'illuminerait chaque fois que Trevor entrait dans la salle d'attente. « C'est mon garçon », disait-elle, lui tendant les mains comme s'il était son propre petit-fils. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, mon cher. » Trevor avait un don avec les personnes âgées. Il parlait lentement et clairement, ne semblait jamais pressé, et se souvenait toujours des détails personnels de leur vie. Il leur posait des questions sur leurs petits-enfants, leur santé, leurs loisirs. Je l'ai vu aider Madame Patterson à monter dans sa voiture une fois. Son bras ferme sous le sien, s'assurant qu'elle était bien attachée avant de lui faire signe de la main. « Elle est comme de la famille pour moi », me dit-il ce soir-là. Beaucoup de mes clients n'ont personne d'autre. Leurs enfants vivent à l'autre bout du pays, où ils sont décédés. Je suis la seule personne qu'ils voient régulièrement. Il était logique que Trevor se spécialise dans la planification financière pour les personnes âgées. Il avait la patience pour cela, la manière douce qui mettait les seniors nerveux à l'aise. Son patron, Monsieur Franklin, louait toujours le travail de Trevor avec leurs clients plus âgés. Trevor a une liste d'attente, me dit Monsieur Franklin à la fête de Noël de l'entreprise. Le bouche à oreille circule dans la communauté des seniors. Ils le veulent tous comme conseiller. La journée type de Trevor commençait tôt. Il rendait visite à ses clients à leur domicile avant de se rendre au bureau, surtout ceux qui avaient des difficultés à se déplacer. Je le voyais charger sa mallette de documents, parfois portant des sacs de courses. Madame Chen m'a demandé de lui prendre quelques petites choses, expliquait-il. Son arthrite lui fait encore des misères, et elle ne peut pas conduire jusqu'au magasin. Il allait au-delà pour ses clients, d'une manière qui m'étonnait. Trevor les aidait à organiser leurs piluliers, les conduisait aux rendez-vous médicaux lorsque leur famille ne le pouvait pas, et aidait même certains d'entre eux à apprendre à utiliser les ordinateurs pour pouvoir passer des appels vidéo à leurs petits-enfants. Monsieur Rodriguez veut envoyer un email à sa fille en Californie, me dit Trevor un soir. Je vais lui apprendre à utiliser la tablette que son fils lui a achetée. Il était trop gêné pour demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Les clients âgés faisaient confiance à Trevor pour tout. Il avait la procuration pour plusieurs d'entre eux, aidait à gérer leurs dépenses quotidiennes et s'occupait de leur planification successorale. Beaucoup d'entre eux l'avaient désigné comme contact d'urgence, car leur famille vivait si loin. C'est une grande responsabilité, disait Trevor. Ces gens dépendent de moi. Pour certains, je suis la seule personne à qui il parle de toute la semaine. J'étais fier de lui. Dans un monde où tant de gens profitaient des personnes âgées, Trevor les protégeait. Il s'assurait qu'elles ne soient pas victimes d'escroqueries, les aidait à comprendre leurs prestations d'assurance maladie et garantissait que leur argent durerait pendant leurs années de retraite. Ses clients lui témoignaient leur reconnaissance de manière touchante. Madame Wong lui apportait des biscuits faits maison chaque mois. Monsieur Martinez insistait pour payer le déjeuner de Trevor chaque fois qu'ils se rencontraient au restaurant pour discuter de ses finances. Madame Kim lui tricotait des écharpes et des pulls, le traitant comme le fils qu'elle avait perdu à la guerre. Ils sont tellement reconnaissants, me disait Trevor, me montrant des cartes de remerciement et de petits cadeaux. Madame Patterson m'a donné la montre de son défunt mari. Elle a dit qu'elle voulait que quelqu'un qui se souciait d'elle l'ait. Trevor tenait des dossiers détaillés sur tous ses clients, non seulement leurs informations financières, mais aussi des détails personnels. Il connaissait le thé préféré de Madame Chen, se souvenait que l'anniversaire de Monsieur Rodriguez approchait et demandait toujours à Madame Wong des nouvelles de son jardin. Il faut comprendre toute leur vie, expliquait-il quand je l'interrogeais sur ses méthodes. L'argent n'est pas que des chiffres pour les personnes âgées.
Ils représentent leur indépendance, leur sécurité, leur capacité à rester chez elles. Si je ne comprends pas ce qui compte pour elles, je ne peux pas les aider correctement. Ils travaillaient de longues heures, restant souvent tard pour examiner des documents successoraux ou préparer des réunions avec des clients. Parfois, ils recevaient des appels à la maison de clients inquiets qui ne pouvaient pas dormir, angoissés par leurs finances ou confus au sujet de leurs médicaments. Madame Patterson a appelé, disait-il en raccrochant le téléphone. Elle a oublié si elle avait pris ses médicaments contre la tension aujourd'hui. Je vais passer la voir pour m'assurer qu'elle va bien. Le dévouement de Trevor envers ses clients âgés était l'une des choses que j'aimais le plus chez lui. Dans une société qui souvent ignorait ou méprisait les personnes âgées, il les traitait avec respect et une véritable sollicitude. Il était leur avocat, leur protecteur, leur ami de confiance. Ses clients se sentaient en sécurité avec Trevor. Il savait qu'il ne profiterait jamais d'eux, ne les volerait jamais, ne leur ferait jamais de mal. Il lui faisait entièrement confiance, tout comme moi. J'ai attendu que Trevor parte travailler le lendemain matin avant d'oser regarder à nouveau ses papiers. Mes mains tremblaient encore alors que je les étalais sur notre table de cuisine, essayant de donner un sens à ce que j'avais trouvé. À la lumière du jour, avec mon café du matin qui refroidissait à côté de moi, l'épreuve semblait encore plus impossible à expliquer. Robert Chen. Je fixais le permis de conduire avec le visage de Trevor et ce nom inconnu. L'adresse indiquée était celle d'un complexe d'appartements de l'autre côté de la ville, un endroit où je n'étais jamais allé, et que je n'avais même jamais entendu Trevor mentionner. Selon le permis, Robert Chen avait 34 ans, un an de plus que l'âge réel de Trevor. Le permis de Michael Torres montrait un autre appartement, un autre quartier. David Kim avait encore une autre adresse. 3 identités distinctes, 3 vies distinctes, tout avec le visage de mon mari souriant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher. Robert Chen avait un historique de crédit remontant à 3 ans. Des comptes bancaires, des factures de services publics, et même un abonnement à une salle de sport. Ce n'était pas seulement une fausse carte d'identité. C'était une identité complète avec un historique. Mon estomac se tordit alors que je creusais plus profondément. Robert Chen travaillait comme conseiller financier spécialisé dans l'aide aux clients âgés sino-américains. Ses cartes de visite étaient éparpillées parmi les papiers, imprimés en caractères anglais et chinois. Michael Torres avait des références similaires, mais sa spécialité était de servir la communauté hispanique. Ses cartes de visite étaient en espagnol et en anglais. Le matériel de David Kim était en coréen et en anglais. Trevor avait créé 3 versions différentes de lui-même pour cibler les personnes âgées de différentes communautés ethniques. J'ai trouvé des listes de clients sous chaque nom. Madame Wong, Madame Chen, Madame Liu, toutes répertoriées dans les dossiers de Robert Chen. Monsieur Martinez, Madame Gonzalez, Monsieur Herrera, sous Michael Torres. La famille Kim, Monsieur Park, Madame Choi, tous les clients de David Kim. Mais ce n'était pas seulement des listes de clients. C'étaient des profils détaillés. Madame Wong, 79 ans, veuve, sans enfant, actif estimé à $340 000. Vit seule, souffre de diabète, prend plusieurs médicaments. Contact d'urgence, Robert Chen. Monsieur Martinez, 83 ans, épouse décédée, un fils au Texas qui lui rend visite 2 fois par an, actif d'environ $280 000. Fait entièrement confiance à Michael Torres, lui a donné procuration. Les profils continuaient ainsi. La vie de chaque personne âgée réduite à des chiffres et des vulnérabilités. Leurs problèmes de santé, leur situation familiale, leur solitude, tout était documenté comme si Trevor les étudiait. Puis j'ai trouvé les relevés bancaires. Robert Chen avait $180 000 sur son compte courant. Michael Torres avait $220 000. David Kim avait $340 000. Près de 3/4 de dollars répartis sur des comptes dont je n'avais jamais connu l'existence. Pendant que je m'épuisais au travail, prenant des quarts supplémentaires parce que Trevor disait que nous avions des difficultés financières, il était assis sur plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. Je me sentais malade. Vraiment, physiquement malade. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi mon café, tout mon corps tremblant de la réalisation de ce que cela signifiait. Trevor m'avait menti sur tout. Nos difficultés financières, notre besoin d'économiser, mon emploi du temps épuisant, tout cela était faux.
Il avait vécu une vie complètement différente tout en me faisant croire que nous nous en sortions à peine. Mais d'où venait tout cet argent? Je suis retourné au papier avec un regard neuf, cherchant des réponses. C'est alors que j'ai retrouvé les certificats de décès, et cette fois je les ai lus plus attentivement. Margaret Wong, décédée il y a 6 mois. Selon les documents, elle avait légué l'intégralité de sa succession à Robert Chen. 180 000 $, presque exactement le montant sur le compte bancaire de Robert Chen. Carlos Mendez, décédé il y a 8 mois. Succession léguée à Michael Torres, 220 000 $. Helen Park, décédée il y a 4 mois. Tout légué à David Kim. 340 000 $. Le schéma était horrible et clair. Les fausses identités de Trevor ne se contentaient pas d'obtenir de l'argent de ses clients âgés. Elles héritaient de tout lorsque les clients mouraient. J'ai saisi mon téléphone et j'ai commencé à chercher des nécrologies. Margaret Wong, membre bien-aimé de la communauté sino-américaine, décédée paisiblement à son domicile. Carlos Mendez, père et grand-père dévoué, décédé après une brève maladie. Helen Park, active dans son église coréenne jusqu'à la fin, décédée subitement, mais paisiblement. Tous étaient morts seuls. Tous avaient laissé leur argent à leur conseiller financier de confiance. Tous étaient morts au cours de la dernière année. Mon esprit est revenu à toutes ces soirées où Trevor rentrait en parlant de ses clients âgés, de comment Madame Patterson ne se sentait pas bien. De comment Monsieur Rodriguez semblait confus dernièrement. De comment Madame Chen avait des problèmes avec ses médicaments. Trevor ne volait pas seulement ses gens. Il attendait qu'ils meurent. Ou peut-être qu'il n'attendait pas seulement. Je pensais à toutes ces fois où il avait apporté des courses à ses clients, les avait aidés avec leurs médicaments, leur avait préparé des repas spéciaux quand ils ne se sentaient pas bien. Et si Trevor n'était pas le conseiller financier attentionné et dévoué que je pensais qu'il était? Et s'il était quelque chose de bien pire? Amy est arrivée à ma porte sans prévenir cet après-midi-là. Comme elle le faisait toujours quand elle sentait que quelque chose n'allait pas. Ma petite sœur avait cette capacité agaçante de me lire comme un livre, même quand j'essayais de lui cacher des choses. « Tu as l'air terrible. » dit-elle, me dépassant pour entrer dans le salon. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'étais assise à la table de la cuisine depuis des heures, fixant ses papiers, essayant de me convaincre qu'il y avait une explication innocente. Peut-être que Trevor aidait ses clients âgés avec une sorte de planification financière complexe. Peut-être que les multiples identités étaient pour des raisons commerciales légitimes que je ne comprenais pas. Mais Amy a jeté un coup d'œil à mon visage et a su que quelque chose n'allait vraiment pas. « Olivia, tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je ne pouvais plus le garder en moi. Les mots ont jailli. Muffin cassant le tiroir, les fausses identités, les comptes bancaires, les certificats de décès. Amy a écouté sans m'interrompre, son expression devenant plus sérieuse à chaque détail. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. « Montre-moi tout. » dit-elle finalement. Amy travaillait à la Première Banque nationale dans leur service de prévention de la fraude. Elle avait déjà vu des crimes financiers, mais alors que j'étalais les papiers de Trevor sur la table, j'ai vu son visage pâlir. « Olivia. » dit-elle, ramassant un des relevés bancaires. C'est un cas d'abus financier envers les personnes âgées. Un cas d'école. Elle a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos de tout. Ce ne sont pas des comptes commerciaux légitimes. Regardez les schémas de transactions. Amy a pointé du doigt les relevés bancaires, me montrant des choses que j'avais manquées. Vous voyez ces dépôts? Ils sont toujours juste après de gros retraits d'autres comptes. Et regardez le timing. Ils correspondent exactement aux dates sur ces certificats de décès. Mon estomac s'est serré alors qu'elle continuait son analyse. Votre mari a systématiquement volé des clients âgés, puis hérité de leur argent quand ils sont morts. Mais Olivia, elle m'a regardé avec la peur dans les yeux. Certaines de ces personnes sont mortes très rapprochées. Ce n'est pas normal. Amy a commencé à recouper les certificats de décès avec les dossiers financiers sur son téléphone. Margaret Wong a changé son testament en faveur de Robert Chen juste 2 semaines avant sa mort. Carlos Mendez a mis à jour ses bénéficiaires un mois avant son décès. Ce n'est pas une coïncidence. Qu'est-ce que tu dis? J'ai demandé, même si une partie de moi le savait déjà. Je dis que ces gens ne sont peut-être pas morts naturellement.
La voix d'Amy n'était qu'un murmure. Olivia, je pense que Trevor pourrait les tuer. La pièce a commencé à tourner. J'ai agrippé le bord de la table, essayant de comprendre ce que ma sœur me disait. Nous devons appeler la police, dit Amy, mais j'ai secoué la tête frénétiquement. Nous ne pouvons pas. Pas encore. Et si nous nous trompons? Et s'il y a une explication? Amy m'a jeté un regard qui disait qu'elle me trouvait naïve, mais elle n'a pas argumenté. Au lieu de cela, elle a sorti son ordinateur portable. D'accord. Mais nous allons enquêter correctement. J'ai accès à des bases de données financières par mon travail. Laisse-moi voir ce que je peux trouver d'autre. Pendant les 2 heures suivantes, Amy a fouillé les dossiers pendant que je faisais les 100 pas dans la cuisine. Ce qu'elle a trouvé a tout rendu pire. Olivia, Trevor fait ça depuis des années. J'ai trouvé des dossiers remontant à 5 ans, peut-être plus. Des noms différents, des identités différentes, mais le même schéma à chaque fois. Elle m'a montré son écran. Regarde ça. En 2019, quelqu'un du nom de Thomas Liu a hérité de 150 000 $ d'un client âgé décédé subitement. En 2020, James Rodriguez a obtenu 200 000 $ d'un autre décès suspect. Les noms changent, mais les numéros de routage bancaire remontent à des comptes que Trevor contrôle. De combien d'argent parlons-nous? J'ai demandé. Amy est restée silencieuse un instant, ajoutant des chiffres sur sa calculatrice. D'après ce que je peux trouver, au moins 2 millions de $ au cours des 5 dernières années. Probablement plus. 2 millions de $. Pendant que je travaillais à en mourir, pensant que nous étions pauvres, Trevor avait volé 2 millions de $ à des personnes âgées qui lui faisaient confiance. Il y a autre chose, dit Amy, sa voix sombre. J'ai recherché certains de ses clients qui sont encore en vie. Madame Patterson, Monsieur Rodriguez, Madame Chen. Ils montrent tous des signes de déclin cognitif dans leurs dossiers médicaux récents. Confusion, problème de mémoire, problème de santé soudain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Trevor pourrait les empoisonner lentement. Les rendant malades et confus afin qu'ils dépendent davantage de lui fassent confiance pour leurs finances, changent leur testament. Amy a fermé son ordinateur portable et m'a regardé sérieusement. Olivia, ton mari n'est pas seulement un voleur. C'est un tueur en série. Je me suis affalé sur une chaise, mon monde entier s'effondrant autour de moi. L'homme avec qui j'étais marié depuis 4 ans, l'homme à qui j'avais fait entièrement confiance, était un monstre. Nous devons l'arrêter, dit Amy. Combien de clients âgés a-t-il en ce moment? Je pensais à tous les noms que j'avais entendus au fil des ans. Tous ces chers vieux que Trevor disait aider. Au moins une douzaine. J'ai murmuré. Amy m'a pris les mains. Alors nous devons agir vite. Parce que si nous avons raison, certains de ces gens n'ont peut-être pas beaucoup de temps. Amy et moi avons passé le reste de la soirée à planifier notre approche. Nous ne pouvions pas encore alerter la police, pas sans preuves plus concrètes. Mais nous pouvions parler aux clients actuels de Trevor, ceux qui étaient encore en vie. Nous devons être prudentes, a prévenu Amy. Si Trevor découvre que nous enquêtons sur lui, il pourrait paniquer. Et les tueurs paniqués font des choses désespérées. Le lendemain matin, pendant que Trevor était au travail, nous sommes allés chez Madame Patterson. J'y étais déjà allé une fois avec Trevor, alors je savais où elle habitait. Amy avait suggéré que nous nous fassions passer pour des bénévoles d'un programme de bien-être communautaire, venant prendre des nouvelles des résidents âgés. Madame Patterson a ouvert la porte lentement, utilisant une marchette dont je ne me souvenais pas qu'elle avait besoin auparavant. Elle paraissait plus fragile que la dernière fois que je l'avais vue. Sa peau pâle et ses mains tremblaient légèrement. « Oh, bonjour, ma chère, dit-elle, me reconnaissant. Vous êtes la femme de Trevor, n'est-ce pas? Un si gentil garçon. Entrez, entrez. » Sa maison sentait la médecine et autre chose, un produit chimique que je ne pouvais identifier. Madame Patterson se déplaçait prudemment, comme si chaque pas lui faisait mal. « Comment vous êtes-vous senti dernièrement, Madame Patterson » demanda Amy doucement. « Oh, pas très bien, j'ai peur. » Madame Patterson s'installa dans son fauteuil inclinable avec un soulagement évident. « J'ai eu les symptômes les plus étranges. Vertige, nausées, difficulté à penser clairement. Mon médecin ne peut pas comprendre ce qui ne va pas. » Quand ces symptômes ont-ils commencé? J'ai demandé,
essayant de garder ma voix décontractée. Il y a environ 3 mois, je crois. Juste au moment où Trevor a commencé à m'apporter ses merveilleuses vitamines. Elle a désigné une bouteille sur sa table de chevet. Il est si attentionné. Il dit qu'elles m'aideront à retrouver mon énergie. Amy et moi avons échangé des regards. Trevor vous apporte des vitamines? Oh, oui. Chaque semaine quand il vient vérifier mes finances. Des spéciales, de son ami médecin. Elles ont un goût horrible, mais Trevor dit qu'elles sont très chères et bonnes pour moi. Madame Patterson sourit tendrement. C'est comme le petit-fils que je n'ai jamais eu. Mon cœur battait la chamade. Madame Patterson, avez-vous apporté des modifications à votre testament récemment? Eh bien, oui, en fait. Trevor m'a aidé à tout mettre à jour le mois dernier. Je n'ai plus de famille, vous savez, et Trevor a été si bon avec moi. Je veux m'assurer qu'il soit pris en charge quand je ne serai plus là. Amy se pencha en avant. Quel genre de changement avez-vous fait? Je lui ai tout laissé à Trevor. Ma maison, mes économies, tout. Il a essayé de me dissuader. Il a dit que c'était trop. Mais j'ai insisté. Il le mérite pour tous les soins qu'il m'a prodigués. Nous sommes restés encore 20 minutes, écoutant Madame Patterson décrire l'aggravation de sa santé et l'implication croissante de Trevor dans sa vie quotidienne. Il gérait désormais tous ses médicaments, lui apportait ses courses, et l'avait même convaincu de lui donner procuration au cas où quelque chose arriverait. Notre prochain arrêt fut chez Monsieur Rodriguez. Il vivait dans un petit complexe d'appartements de l'autre côté de la ville, et quand il ouvrit la porte, je fus choqué par son apparence. La dernière fois que Trevor l'avait mentionné, Monsieur Rodriguez était actif et indépendant. Maintenant, il semblait confus et instable. « Je suis désolé, dit-il, plissant les yeux vers nous. Je vous connais? Nous avons expliqué l'objet de notre visite de bien-être, et il nous a invités à entrer à contre-cœur. Son appartement était encombré de flacons de pilules et d'équipements médicaux qui, j'en étais sûr, n'étaient pas là auparavant. J'ai été si malade dernièrement, nous dit Monsieur Rodriguez, s'affalant sur une chaise. Je n'arrive pas à me souvenir des choses. Je ne peux pas garder la nourriture. Mon conseiller financier, Michael, il m'a aidé avec tout. Michael, la fausse identité de Trevor pour les clients hispaniques. Parlez-nous de Michael, dit Amy. Un homme si bon. Il passe 2 fois par semaine maintenant. Il m'aide avec mes pilules. Il m'apporte une soupe spéciale quand je me sens mal. Monsieur Rodriguez fit un geste faible vers la cuisine. Il m'en a préparé hier. Elle est dans le réfrigérateur si vous voulez goûter. Amy se leva pour regarder et je vis son visage changer quand elle ouvrit le réfrigérateur. Elle est revenue s'asseoir, son expression soigneusement neutre. Monsieur Rodriguez, est-ce que Michael vous a aidé avec des documents légaux récemment? Oh, oui. Il a été si utile. Il a mis à jour mon testament, a mis en place une sorte de fiducie. Je ne comprends pas toutes les choses légales, mais Michael explique tout si patiemment. Il se frotta le front. Bien que j'ai du mal à me souvenir de nos conversations dernièrement. Ce brouillard cérébral est terrible. Nous avons rendu visite à 3 autres clients ce jour-là. Madame Chen, qui était aidée par Robert. Madame Kim, qui faisait entièrement confiance à David. Monsieur Martinez, qui ne cessait de louer la gentillesse de Michael. Chacun d'eux était malade. Chacun d'eux avait récemment modifié son testament au profit de Trevor, sous l'une de ses fausses identités. Chacun d'eux prenait des vitamines spéciales ou mangeait des aliments spéciaux fournis par Trevor. Au moment où nous sommes rentrés chez moi, Amy était furieuse. Il les empoisonne, dit-elle, faisant les 100 pas dans mon salon. Lentement, systématiquement, il les empoisonne tout en leur volant leur argent et en les rendant dépendants de lui. Qu'y avait-il dans le réfrigérateur de Monsieur Rodriguez? J'ai demandé. Amy a sorti un petit récipient qu'elle avait pris de sa cuisine. De la soupe qui sent les amandes. Je pense qu'elle pourrait contenir de l'arsenic ou un autre poison à action lente. J'ai fixé le récipient, pensant à toutes les fois où Trevor était rentré en parlant de préparer des repas spéciaux pour ses clients. De l'appréciation qu'ils avaient de ses soins. Nous devons appeler la police maintenant, dit Amy. Ces gens sont en train de mourir, Olivia, et Trevor va tous les tuer. La détective Walsh est arrivée chez nous dans leur suivant l'appel d'Amy.
C'était une femme aux yeux vifs, d'une quarantaine d'années, qui a écouté notre histoire sans interruption, prenant des notes alors que nous exposions toutes les preuves que nous avions recueillies. C'est une affaire complexe, dit-elle, photographiant les faux documents de Trevor. Nous devrons tester cet échantillon de soupe et obtenir les dossiers médicaux de tous ses clients. Mais d'après ce que vous m'avez montré, nous avons suffisamment de preuves pour un mandat. Le plan était simple mais terrifiant. Je ferai comme si de rien n'était quand Trevor rentrerait, tandis que la police se positionnerait autour de notre maison. La détective Walsh attendrait dans notre salon quand Trevor franchirait la porte. À 18h30, j'ai entendu la voiture de Trevor dans l'allée. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait éclater. Amy m'a serré la main, de sa position sur le canapé à côté de la détective Walsh. Souvenez-vous, murmura la détective Walsh, laissez-moi parler. Trevor franchit la porte d'entrée avec son sourire habituel, desserrant sa cravate. Salut, chérie. Comment s'est passée ta journée? Puis il remarqua Amy et la détective, et son expression changea légèrement. Trevor Morrison? La détective Walsh se leva, montrant son insigne. Je suis la détective Walsh de l'unité des crimes financiers. Nous devons vous poser quelques questions. Pendant un instant, le masque de Trevor glissa. Je vis quelque chose de froid et de calculateur passer sur son visage avant qu'il ne retrouve son calme. Bien sûr, officier. Tout va bien? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à l'un de mes clients? On peut dire ça. La détective Walsh lui fit signe de s'asseoir. Nous enquêtons sur des irrégularités financières impliquant plusieurs de vos clients âgés. Des clients que vous aidiez sous de multiples identités. Le sourire de Trevor ne faiblit pas. Je suis désolé. Je ne comprends pas multiples identités? La détective Walsh étala les faux permis de conduire sur notre table basse. Robert Chen? Michael Torres? David Kim? Tous avec votre photo. Trevor regarda les documents avec ce qui semblait être une confusion sincère. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Quelqu'un a dû voler ma photo et créer de fausses identités. C'est une usurpation d'identité. Je suis la victime ici. Il était bon. Très bon. Si je n'avais pas trouvé les preuves moi-même, je l'aurais peut-être cru. Et ses comptes bancaires? La détective Walsh lui montra les relevés. Près de 3/4 de millions de dollars sur des comptes liés à ces fausses identités. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Trevor se tourna vers moi, la douleur dans les yeux. Olivia, tu sais que je ne ferai jamais une chose pareille. Nous avons eu des difficultés financières pendant des années. C'est alors que la détective Walsh sortit son atout. Nous avons testé la soupe que vous avez donnée à Monsieur Rodriguez. Elle contient suffisamment d'arsenic pour empoisonner lentement quelqu'un sur plusieurs mois. La façade de Trevor se fissura légèrement. C'est impossible. Je ne connais même personne qui s'appelle Rodriguez. Chose curieuse avec l'arsenic, continua la détective Walsh, il provoque exactement les symptômes que vos clients ont ressentis. Confusion, perte de mémoire, nausées, faiblesse. Cela rend les personnes âgées très dépendantes de la personne qui s'occupe d'elles. C'est ridicule, dit Trevor, mais sa voix avait perdu un peu de son assurance. J'aide les personnes âgées à gérer leurs finances. Je ne ferai jamais de mal à personne. La détective Walsh sortit son téléphone et fit jouer un enregistrement. C'était la voix de Madame Patterson, faible mais claire. Trevor m'apporte des vitamines spéciales chaque semaine. Elles ont un goût horrible, mais il dit qu'elles sont bonnes pour moi. Puis Monsieur Rodriguez. Michael me fait une soupe spéciale quand je me sens mal. Il est si gentil. Puis Madame Chen. Robert m'aide avec mes médicaments. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Alors que les voix de ses victimes emplissaient notre salon, quelque chose changea sur le visage de Trevor. Le masque de l'époux attentionné et du conseiller financier dévoué tomba enfin complètement. Ils allaient mourir de toute façon, dit-il calmement. Vieux, inutile, prenant de la place et des ressources. Au moins, de cette façon, leur argent est allé à quelqu'un qui pouvait l'utiliser correctement. J'avais l'impression que j'allais vomir. C'était l'homme avec qui j'avais partagé un lit pendant 4 ans. L'homme à qui j'avais fait confiance pour ma vie. Depuis combien de temps faites-vous cela? Demanda la détective Walsh. Trevor haussa les épaules comme si nous discutions de la météo. 8 ans,
peut-être 9. J'ai commencé petit, juste en prélevant un peu sur des clients confus. Mais ensuite, j'ai réalisé à quel point il serait facile de les aider à atteindre leur fin naturelle. Les aider à atteindre leur fin. J'ai murmuré. Trevor m'a regardé avec les mêmes yeux bruns chaleureux dont j'étais tombée amoureuse, mais maintenant ils étaient complètement froids. Tu étais parfaite, Olivia. Une infirmière. Cela me donnait de la crédibilité auprès des clients âgés et un accès à des connaissances médicales sur les dosages et les symptômes. De plus, ton emploi du temps signifiait que tu n'étais jamais là pour poser des questions gênantes. Tu m'as épousé pour t'aider à tuer des gens? Je t'ai épousé parce que tu étais utile. La voix de Trevor était terre à accent grave terre, comme s'il expliquait une décision commerciale. Le rôle du mari aimant n'était qu'une partie de la couverture. Cela me faisait paraître digne de confiance et stable. La détective Walsh appelait déjà des renforts alors que Trevor continuait à parler, apparemment incapable de s'arrêter maintenant que la vérité était révélée. Vous n'avez aucune idée de la facilité. Des personnes âgées seules, désespérées que quelqu'un se soucie d'elles. Un peu de gentillesse, un peu de poison, et soudain je suis leur héritier. Alors que les menottes claquaient au poignet de Trevor, j'ai réalisé que je n'avais jamais connu mon mari. L'homme que j'avais aimé, l'homme à qui j'avais tout confié, n'avait jamais existé. C'était un monstre qui avait utilisé mon amour pour l'aider à assassiner des innocents. Et j'avais partagé un lit avec lui pendant 4 ans, sans jamais savoir que je dormais à côté d'un tueur.